Bonjour à tous et à toutes. Alors merci d'être là déjà, hein, tous aussi nombreux, toujours sympathique. Donc je crois qu'il y en a pas mal qui me connaissent déjà, mais bon, je vais me présenter. Marie-Christine Blanc, donc je suis nutrithérapeute holistique. J'ai un cabinet à Aix-les-Bains principalement, mais je reçois aussi sur Annecy. Je fais aussi des entretiens par Skype à distance, puisqu'il y a des curistes que je vois régulièrement. Et donc après, une fois qu'ils rentrent chez eux, on fait les entretiens par Skype, ça c'est possible. Nutrition holistique, on va voir juste après ce que ça veut dire. Alors nutrithérapeute, c'est en fait à peu près la même chose que nutritionniste, sauf que je ne suis pas médecin. Donc je laisse cette terminologie-là aux médecins. Et voilà. Donc au départ, j'étais effectivement plus nutritionniste, on va dire, tout court. Et puis au fil de mon expérience et de tout ce que j'ai pu faire comme formation complémentaire, rapidement, je me suis rendu compte que ça suffisait pas et qu'il fallait vraiment aller dans la globalité de l'être. Donc on va juste commencer par ça. Ah oui, le titre quand même de la conférence de cet après-midi. Donc prendre soin de son ventre grâce à la nutrition holistique. Donc on va voir ça sous différents aspects. Donc je reviens à cette nutrition holistique qui pour moi est vraiment développer la cohérence à tous les niveaux de notre être. Comment je me nourris au quotidien dans toutes les dimensions. Alors bien sûr on va voir l'aspect physique qui est primordial, donc l'aspect alimentaire et hygiène de vie au quotidien. Mais au-delà de ça, très clairement, je me suis rendu compte très rapidement que l'émotionnel et le mental intervenaient en permanence et que vous avez des effets effectivement de va-et-vient, d'influence entre le physique, l'émotionnel et le mental dans les deux sens. D'accord ? Et après, alors donc ce tout-là faisant ce qu'on appelle le moi, la personnalité, l'ego. Ensuite, vous avez ce que moi j'appelle la conscience élargie. Il y en a, voilà, il y a différentes terminologies. Mais c'est vraiment tout cet espace énergétique qui nous entoure et dans lequel on baigne complètement, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour moi, toutes les dimensions de l'être sont celles-là, et il y a vraiment un besoin de cohérence en fait, si vous voulez avoir une vie à peu près épanouie, quand il y a des problèmes physiques, de maladies, etc., ou des problèmes alimentaires, il est intéressant d'aller voir un petit peu dans toutes ces dimensions-là pour être sûr que vous aurez une guérison et un mieux-être vraiment durablement. Alors, on va commencer par des choses très basiques, des petits rappels quand tout va bien, parce que souvent on a un petit peu oublié ça, on a vu ça à l'école, mais voilà, c'est assez loin. Comment fonctionne notre système digestif, puisque cet après-midi on a décidé de regarder un peu plus le ventre. Ce système digestif, en fait, faut que vous vous rendiez compte que c'est un tube, tout simplement, qui va démarrer de la bouche. Bon, après, ça va passer par des tas de choses différentes, des tas d'organes, mais finalement, c'est un grand tube de la bouche jusqu'à l'anus, d'accord ? Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous allez ingérer, il y a un moment donné, le corps va devoir en faire quelque chose, d'accord ? Au mieux l'intégrer, l'absorber, et sinon le traiter d'une manière ou d'une autre pour pouvoir l'éliminer si ça ne lui convient pas, d'accord ? Donc juste globalement, assez rapidement, voilà, vous allez ingérer quelque chose, ça va descendre dans l'œsophage. Après, vous avez l'estomac, dans lequel les aliments vont rester un certain temps, parce que si tout passait directement dans l'intestin, ça irait beaucoup trop vite, et là, ce serait ingérable pour le corps. Donc l'estomac nous sert vraiment de poche d'attente, dans lequel, bien sûr, il y a également des choses qui se passent au niveau de l'alimentation. Donc surtout avec l'aide de l'acide chlorhydrique, les aliments vont être à la fois broyés et puis désintégrés. Et après, donc, il va y avoir tout le voyage le long de l'intestin. Alors l'intestin grêle qui commence là et puis qui va continuer là dans ce dédale, mais on va le voir un petit peu après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les aliments logiquement devraient être absorbés là. Et ça va arriver là en bas à droite. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. À un moment donné, donc ça va arriver là en bas à droite et hop, ça va remonter à nouveau, donc dans le côlon. Donc dans ce qu'on appelle le côlon ascendant ici, donc ça va remonter sur la droite de notre corps. Après ça va traverser
le côlon transversal et ça va redescendre dans le côlon descendant pour finalement être évacué. Tout ce qui reste va être évacué à ce moment-là. Alors au passage, on va le voir un petit peu plus en détail derrière, il y a quand même deux organes extrêmement importants là que je n'ai pas cités parce qu'on appelle ça des organes annexes. C'est le foie, bien évidemment, qui va nous donner la bile, hein, et le pancréas qui est un peu planqué derrière, derrière l'estomac, mais qui va lui nous donner tout le suc pancréatique. Donc ça, ce sont des organes annexes totalement indispensables à la digestion et qu'il va falloir bien sûr entretenir de manière à ce que ça aide la totalité de la digestion. Alors l'intestin grêle, donc le voilà. Donc cet intestin grêle, il est vraiment, vous voyez, il y a plein de tours et de détours, ce qui fait que globalement, c'est quand même un gigantesque couloir qui fait à peu près 300 mètres carrés, soit l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc ça, c'est toujours une information qui est assez étonnante parce que c'est très très grand et on a du mal à s'imaginer ça dans notre ventre, hein. C'est parce que ça va faire en fait plein de courbures, de détours. Enfin, vous voyez bien, c'est assez tortueux. D'ailleurs, on pourrait penser un peu au cerveau, hein. Au passage, je vous le dis, ça fait un petit peu le même dessin que le cerveau. Voilà, et en fait, ça ressemble à ça, les bords de l'intestin. On appelle ça la bordure en brosse parce que c'est comme si c'était un petit peu doux. Voilà, il y a toutes ces petites villosités là, et les aliments vont passer à l'intérieur. Enfin, les nutriments qui restent vont passer à l'intérieur. Le côlon, donc vous voyez, je vous l'ai remis un peu plus en noir pour que ce soit clair pour tout le monde. Une fois que l'absorption va normalement s'être fait dans l'intestin grêle ici, ce qui va rester, donc surtout beaucoup d'eau, va remonter ici. Donc là vous avez l'appendice, hein, quand il y a l'appendicite c'est là que ça se passe. Donc le reste des aliments va remonter ici et puis traverser et redescendre. Donc ce côlon, gros intestin, qui est la dernière étape de la digestion, gros boulot c'est l'absorption de l'eau. Et puis, il y a quand même toutes les bactéries de la flore intestinale qui vont avoir une action de digestion chimique, hein, des glucides et des protéines qui restent. Et puis, bien sûr, l'évacuation de l'organisme des sels. Alors, cette flore intestinale, oui, j'ai fait une petite diapo dessus parce qu'on en entend beaucoup parler. Et c'est vraiment extrêmement important puisque elle fait partie c'est un organe immunitaire très important. 100 milliards de bactéries dans notre intestin. L'écosystème le plus dense de la planète. C'est vous dire si c'est quand même assez étrange là aussi. 2 kilos à peu près, hein, donc c'est quand même pas mal. Près d'1 millier d'espèces différentes qui vivent en harmonie, donc on appelle ça l'équilibre, la symbiose, ça c'est de la terminologie médicale, qui se nourrissent de nos cellules mortes, de nos muqueuses, des résidus d'aliments que nous consommons. Donc extrêmement important que cette flore intestinale elle soit en bonne santé. Parce donc cette flore intestinale, elle va travailler à la fermentation des fibres et putréfaction des protéines qui restent, parce que tout à l'heure, donc on a vu que normalement il y en a une grande majorité qui est absorbée, mais bien évidemment il y en a plein qui restent aussi. Donc là, la flore intestinale, elle intervient, pardon. Ça va aussi produire des vitamines indispensables, et puis stimuler sans arrêt notre système immunitaire. Donc là, on a vraiment tout le long de la paroi du tube digestif un système immunitaire très très important qu'il est indispensable de préserver. Donc développement du système immunitaire au fur et à mesure des contacts successifs avec les corps étrangers. Le bébé qui naît, il n'a pas de flore intestinale. Donc logiquement, quand il passe, normalement, il va récupérer la flore intestinale de sa mère, au passage. Et quand c'est par césarienne, là c'est beaucoup plus compliqué, ça va être un peu plus long, donc c'est vrai qu'il faut essayer d'accélérer, d'aider un peu le bébé à avoir cette flore intestinale, mais après ça va se faire au fil des années. C'est pour ça aussi que les enfants, on a tendance à les préserver énormément, surtout aujourd'hui, de toutes les saletés, de tout ce qui ne va pas, etc. Et en fait c'est pas du tout une bonne chose, parce que l'enfant il a vraiment besoin de faire son système immunitaire, de développer ça, et c'est grâce au fait de toucher les choses qui ne sont pas propres, en fait, tout doucement, le corps se met en réaction et développe le système immunitaire. Donc, trop de propreté, ça ne convient pas du tout. Alors, quand le système se détériore, je pense que c'est plus pour ça que vous êtes là aujourd'hui,
Voilà, en fait, les symptômes qui peuvent nous alerter, il y en a plein, hein, gaz odorant, douleur abdominale, crampes, ballonnement, indigestion, constipation et ou diarrhée, des fois on a les deux, en alternance, fatigue, troubles du métabolisme, surpoids, élévation du cholestérol, augmentation de la sensibilité aux produits chimiques, et puis les fameuses intolérances alimentaires qui peuvent se transformer des fois en allergie. Donc très clairement, c'est vrai que dans ma formation, on ne le faisait peut-être pas avant, mais on nous disait vraiment, regardez déjà dans un premier temps ce fameux équilibre de la flore intestinale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de symbiose. Quand ça se déséquilibre, on appelle ça de la dysbiose. Parce que ça va vraiment irriter le côlon dans un premier temps. Et tout doucement, ça va remonter, ça va proliférer. Et ça peut vraiment provoquer, au pire, une hyperperméabilité intestinale. Donc ça, maintenant, on en parle beaucoup, parce que c'est devenu un vrai fléau et qu'on arrive à bien voir, bien mesurer, et heureusement à soigner, et qui est souvent la source d'énormément de pathologies. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que l'intestin, à la base, alors j'ai mis une passoire, c'est un peu symbolique, l'intestin il est poreux parce que forcément les nutriments doivent passer. Par contre, c'est quand même relativement serré, ce qui fait que les nutriments passent, mais ce sont des petites molécules. Alors que quand il y a inflammation et que ça grandit, en fait ça va distendre complètement ces jonctions cellulaires. Et là, vous avez vraiment des gros déchets qui vont passer, d'accord, des grosses toxines, et ça va malheureusement, par le biais du sang, après se proliférer dans la totalité de l'organisme. Et suivant les fragilités que vous avez, parce qu'il n'y a pas de règle pour ça, ça va aller se loger là où ça va pas bien, d'accord ? Et ça peut générer énormément de choses. Alors au début, c'est juste des petites perturbations sous forme de troubles fonctionnels. Bien sûr, bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une fois que les nutriments ont été absorbés par l'intestin grêle, en fait, ça va passer par le foie pour être détoxiné avant de nourrir les cellules. Ça ne passe pas directement vers les cellules, hein, ça passe d'abord par le foie. Mais ce qui fait qu'effectivement, à partir du moment où vous avez des gros déchets alimentaires ou des toxines qui passent, et de plus en plus, le foie, il n'en peut plus. Il est vraiment très très surchargé. Donc ça va vraiment poser un problème de foie, d'accord ? Bien sûr, une fatigue consécutive à toute cette surcharge énergétique, hein, et alors une altération du fonctionnement cérébral, hein, ça peut aller jusque là. Moi j'ai eu des problèmes d'intolérance au gluten et donc une hyperperméabilité intestinale par le passé, et j'avais vraiment des pétages de plomb, quoi, hein. Ça peut monter jusqu'à la tête, quoi, hein. Voilà. Il peut y avoir des tas de choses un peu plus digestives, on va dire, mais il y a vraiment d'autres symptômes qui pourraient comme ça ne rien avoir à voir. Et en fait si, il y a vraiment une correspondance bien sûr avec le sang dans tout l'organisme, hein. Et toucher le système digestif lui-même, mais la peau, les articulations, les tendons, les muscles, donc vous voyez ça va à peu près partout, hein, les poumons, le système nerveux, et ben ça donne des maladies inflammatoires, allergiques et des maladies auto-immunes, hein. Donc en formation, nous on nous disait la première chose, regardez comment va l'intestin, et de toute manière par exemple quand on souffre d'une maladie auto-immune, on se pose même pas de questions. On va soigner l'intestin. Bon, à moins de l'avoir déjà fait, hein. Mais je veux dire, soigner, vraiment, essayer de voir l'intestin, comment il est, et le foie, bien sûr, hein, puisque vous avez compris que le foie va vraiment être impacté aussi, extrêmement important. Alors justement, bon, on va y venir un petit peu au niveau nutrition holistique. Donc on va commencer par l'aspect physique, alimentaire. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais je ne vais pas vous parler d'aliments tout de suite, hein, parce que finalement, avec le recul et mes formations, on se rend compte que ce qui est primordial, ce n'est pas forcément ce qu'on va mettre dans l'assiette. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce qui va vraiment être important, c'est votre manière de manger. Parce que ça va être totalement, ça va influencer totalement la qualité de la digestion. D'accord. Donc, posez-vous la question, est-ce que je prends le temps de manger dans le calme, la régularité, le plaisir? C'est pas souvent le cas.
Est-ce que c'est un temps pour soi, en contact avec le corps, plaisir des sens, récupérer l'énergie des aliments pour le faire nôtre? Alors ça peut pas vous paraître un peu bizarre, un peu New Age ou je sais pas, mais c'est vraiment très très important parce que la période, le moment de manger, déjà, il va y avoir le fait de mâcher. Souvent, on a complètement oublié qu'il fallait mâcher, d'accord ? Et pourtant, c'est le moment où on va stimuler tous les centres nerveux, où on va donner l'information à l'organisme, voilà, qu'il est temps qu'il mette en route toutes les hormones, tout ce qui va bien, pour pouvoir digérer correctement. Donc vraiment mobiliser tout le système en fait. Et sachez aussi qu'en moins de 20 minutes, le système ne peut pas arriver à produire correctement, enfin faire correctement tout ce qu'il a à faire. Okay, donc manger sur le pouce en 10 minutes dans un coin, ça ne sert à rien sauf à vous faire du mal. D'accord ? Parce que le corps n'aura pas le temps de vraiment faire son travail correctement. Hein. Le mâcher, c'est aussi stimuler la salive, hein, extrêmement important, puisque cette salive, elle va permettre entre autres de commencer la digestion des amidons et détruire certaines bactéries. Okay. Alors, l'alimentation quand même équilibrée, donc là, plus que des choses que vous auriez à lire, hein, je vous ai mis des petites photos. Bon, bien sûr, en tête viennent les fameux fruits et légumes. Alors, le 5 par jour, c'est bien, déjà. Sauf que la plupart du temps, j'entends au cabinet, 5 par jour, oui, je mange des yaourts aux fruits. Donc, vous imaginez bien que ça ne représente pas grand-chose. Après, il y a un problème de quantité, forcément, et puis de qualité. Donc, essayez quand même d'avoir à l'esprit que, globalement, dans votre journée, ce serait bien d'avoir quasiment la moitié de votre assiette. Alors imaginez une assiette globale qui va représenter l'assiette de la journée, d'accord, et d'avoir dans cette assiette la moitié remplie avec des fruits et des légumes. Pas évident, mais voilà. Les oléagineux, c'est une source de nutriments extraordinaire. Vous avez l'amande, par exemple, là-dedans, qui est un super aliment, qui vraiment est intéressant et qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, des graisses et que ça va me faire grossir, ou voilà ce que je peux entendre. C'est vraiment des très bonnes graisses. De la même manière que les petits poissons gras, hein, tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est pour le bienfait des oméga 3, donc voilà. Et puis l'eau, totalement indispensable, hein. Vraiment boire de l'eau. Bon, ici, voilà, vous avez des stands où vous avez aussi la manière d'avoir de la bonne qualité d'eau. Essayez, notre corps est fait à presque 70% d'eau. On en perd 2,5 litres par jour. Donc il faut bien arriver d'une manière ou d'une autre à récupérer cette eau. Hein, voilà. Après, vous avez le reste. Extrêmement important, la manière dont vous allez cuisiner. Bon, là je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon ça va être trop long, mais essayez quand même de faire très attention. Tout ce qui est cuisson à haute température détruit les vitamines. Donc si par exemple vous achetez bio et puis que vous allez mettre ça dans la cocotte minute, ça servira à rien parce que les vitamines vont partir et dans l'eau et dans la cocotte minute, quoi. D'accord ? Et puis après, vous avez tout le reste. Alors tout le reste, je ne le condamne absolument pas. Je dis simplement, faites juste attention aux quantités. Voilà, essayez que ce ne soit pas les aliments de tous les jours et que ce ne soit pas les aliments en majorité, parce que ça va vous poser un problème à un moment donné. Et il y a juste ça, par contre, où je vous dirais, regardez les étiquettes, apprenez vraiment à regarder tout ce qui s'appelle E là. Alors maintenant, des fois, on ne trouve plus sous forme de E, c'est sous des noms voilà, assez compliqués, mais c'est tout ce qui va être additif alimentaire. Il y a de plus en plus de problèmes d'intolérance, d'allergie. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, tout ce qui est colorant, par exemple, tous les E100, les E1 qui commencent par E1, voilà, c'est tous les colorants. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a des problèmes de tout ce qui est hyperactivité, voilà, qui peuvent vraiment être générés par ce type de choses. Donc je vous mets en garde. Par contre, ça demande effectivement à regarder les étiquettes. Bon, avec tout ça, il y a l'hygiène de vie. Alors bien sûr, si on peut arrêter la cigarette. Une basket verte, c'était dans l'idée de vous montrer de faire du sport, mais essayer de le faire aussi dans la nature, parce que du sport en salle, c'est très bien. Mais on a vraiment besoin de s'aérer. On a vraiment besoin d'aller dehors, de rencontrer la nature, d'avoir cette énergie, la récupérer.
Donc c'est important. Le sommeil, bon ça je pense que tout le monde est convaincu. Et alors là, cette image-là, des fois on dit ouais c'est quoi pour que vous vous reconnectiez à votre corps. Essayez de pratiquer l'automassage par exemple. S'il y en a qui ont l'habitude de faire du qigong ou du douyin ou des choses comme ça, on apprend à se masser. Voilà. Des fois on n'est pas très en contact avec son corps. Il y en a certains qui mettent du lait ou de la crème, donc voilà, profitez-en. Mais sinon, reconnectez-vous à votre corps. Quand on était enfant ou quand on a eu des enfants qui avaient mal au ventre, etc., c'est ce qu'on faisait. Et ben, si vous avez des problèmes de digestion, voilà, reconnectez-vous à vous-même également. C'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Alors, les soins complémentaires. Alors là, je ne vous donnerai pas de produits particuliers parce que je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais bon, vous pouvez toujours noter les types de produits dont on parle. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'hyperperméabilité intestinale. Donc très clairement, il faudra prendre des produits à base de glutamine qui vont aider ça. Il y en a plusieurs qui existent. Faciliter le transit et éviter la constipation avec les fibres. Bon là, les fibres, logiquement, si vous avez une alimentation régulière de fruits et de légumes, vous n'aurez pas de soucis, hein, vous les aurez les fibres. Après, vous pouvez toujours en prendre en complément. Il existe aussi les enzymes digestives pour aider à la dégradation des aliments, donc ça c'est plus spécifique. Et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, cette flore intestinale, essayez de prendre des probiotiques régulièrement. Vous pouvez faire des cures, hein, et là vous en trouvez en pharmacie, en magasin diététique, il n'y a aucun souci. Et il n'y a pas de prescription particulière, hein, voilà. Surtout si vous prenez des antibiotiques, mais ça je pense que c'est à peu près dans les mœurs maintenant, de bien refaire cette flore intestinale parce que les antibiotiques tuent hein, la flore intestinale. Voilà, et drainer le foie, excusez-moi, j'avais oublié, très important. Donc le drainage du foie, en naturopathie, on apprend à le faire au moins aux intersaisons. Hein, là, ça va bientôt être le moment, hein, mois de mars-avril. Et puis sinon, à l'automne, hein, c'est les 2 intersaisons. Après, on peut le faire n'importe quand, hein, quand il y a un souci ou un besoin, ressentir un besoin de lourdeur et tout ça, on peut très bien le faire plus souvent. Mais déjà, régulièrement, de faire ça 2 fois par an, ce serait déjà très bien. Alors, après, on va passer à la partie émotionnelle et mentale. Les émotions, les pensées, le stress que je vis au quotidien, quel impact sur mes douleurs physiques, mes pathologies et sur le ventre, vous imaginez bien ce que ça peut donner. Alors bon, j'ai choisi des images, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. Vous avez certainement dû peut-être vous retrouver tous au moins dans une de ces situations-là à un moment donné. Qu'est-ce que ça peut bien générer sur moi? Bon, très clairement, on le sait aujourd'hui. Alors là, c'est une diapo qui est assez lisible, donc je vais juste vous la raconter rapidement. À la limite, ce qui est important, c'est une partie du système nerveux qui s'appelle autonome, c'est-à-dire ce système nerveux, vous ne pouvez rien y faire. Il travaille tout seul. Enfin, vous ne pouvez rien y faire, pas tout à fait, parce que vous allez pouvoir l'influencer par votre manière d'être et de vivre. Ce qui est important, c'est juste les 2 petits carrés en haut là. Vous avez un petit carré vert dans lequel c'est marqué système nerveux parasympathique et le petit carré rouge, système nerveux sympathique. Alors en fait, ça c'est les 2 branches du système nerveux autonome. Et en fait, ces 2 branches, elles ne peuvent pas travailler en même temps. C'est l'un ou l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le mot antagoniste entre les 2. Okay? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis la nuit des temps, et heureusement pour nous, on a ce système nerveux sympathique qui est là, qui favorise la fuite, l'attaque, parce que sans lui, on n'aurait pas pu survivre à tous les prédateurs, hein, très clairement. Donc, il est très bien, ce système nerveux sympathique. Mais lui, il nous aide à fuir, à se battre, à répondre à tous les stress, etc., à survivre en fait. Mais comme le corps, il ne peut pas tout faire en même temps, et ben dans ce cas-là, il arrête complètement le système digestif, d'accord? Parce qu'il va favoriser la dilatation des pupilles, envoyer de quoi aux poumons pour avoir plus de souffle, du sang dans les muscles, des jambes. Donc le sang, il ne peut pas être à la fois dans le digestif et dans les jambes, il faut qu'il choisisse, d'accord? Donc pensez bien que quand vous êtes dans un système de fuite, d'attaque, de stress
quel que soit le stress, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, par le passé, ça nous a servi peut-être à courir devant les lions, les dinosaures et autres, mais aujourd'hui, ça nous sert aussi quand on s'est engueulé avec le mari, la femme, le patron, les enfants ou autres, où là, on va être dans un stress et ça ne va pas aller du tout, et en fait, on va être exactement physiologiquement dans le même état de stress que si on avait un prédateur à côté, d'accord? C'est très animal hein, quand on est dans ce système-là. Pareil, si vous avez des grosses peurs, si vous êtes en train de regarder quelque chose à la télé qui vous fait très peur, qui vous terrorise ou qui va vous donner des sueurs, ne serait-ce que les attentats, les trucs comme ça. Je pense moi j'ai eu des gens au cabinet, ça les mettait dans des états émotionnels intenses, d'accord? Donc si vous regardez des choses comme ça et que vous êtes en train de manger en même temps, ça se passe pas bien du tout, parce que le système nerveux parasympathique, lui, c'est celui qui va stimuler le travail du système digestif, d'accord? Mais dans ce cas-là, il arrête forcément le sympathique, voilà. Et forcément, c'est toujours le sympathique qui va prédominer, hein. Donc, ce qui veut dire que si vraiment vous êtes dans un stress ou des choses comme ça, évitez de manger. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un temps de pause, vous mettre dans un coin, essayer de baisser ce stress et après vous pouvez manger et là ça va mieux se passer, d'accord? Sinon de toute manière le système va mal aller, ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Je peux pas? Ah. Alors, du coup, oui, ça je vais passer rapidement. En plus de ce système nerveux automatique, il y a un système nerveux propre au système digestif. C'est ce fameux système qu'on a appelé le second cerveau, dont vous entendez peut-être parler maintenant dans les médias, dans les journaux. C'est une dénomination en fait qu'un Américain a donnée à un moment donné, parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, dans les intestins, il y avait 200 millions de neurones, quand même. Il est très autonome, il fait plein de choses. Donc, entre autres, ça sécrète 20 neurotransmetteurs identiques à ceux du cerveau, dont un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui est extrêmement importante. Et ce neurotransmetteur influence notre capacité à voir le monde de manière positive, régule l'humeur, l'appétit, les addictions et les pulsions. Et 95% de cette sérotonine est fabriquée dans les intestins. Donc vous imaginez bien que si on a les intestins qui vont pas bien, on a aussi un problème de sérotonine. Et donc ça, parce que c'est le cerveau en fait va utiliser la sérotonine qui vient des intestins pour l'utiliser après dans le cerveau, d'accord? Donc si ça se passe pas bien dans les intestins, on va aussi avoir un problème derrière au niveau émotionnel, hein. Donc on avait communication permanente entre nos deux cerveaux et on savait déjà que les émotions pouvaient avoir des répercussions digestives. Maintenant il est établi qu'une inflammation dans le côlon peut entraîner aussi de son côté des perturbations de l'humeur. Est-ce que je parle assez fort? Ça va? Parce que j'entends les échos, c'est bon? Alors après je vais un petit peu plus loin au niveau de ma pratique. J'ai une approche symbolique en fait des choses, de tout ce qui se passe dans la vie de manière générale. Donc comme aujourd'hui on parle plus spécifiquement du ventre, voilà. Alors déjà, oui, c'est quoi cette approche symbolique? C'est qu'en fait inconsciemment notre corps va nous envoyer des messages, d'accord? Et il va vraiment chercher à exprimer à l'extérieur, donc que ce soit visuel pour nous, quelque chose qui se passe très mal à l'intérieur. Donc les mots, les pathologies racontent nos stress, nos blocages, nos peurs et aussi nos désirs de vivre et d'être autrement. Donc à partir du moment où je commence à avoir des soucis voilà, physiques, et là dans le ventre, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, essayez peut-être d'apprendre à l'entendre et à l'écouter et quels sont les messages qu'il a à nous dire, d'accord, ce système digestif. Alors on va prendre deux cas concrets, l'intestin grêle et après on verra le côlon. Donc en fait, dans cette approche symbolique, on va faire une analogie entre ce que l'organe fait dans le corps et ce que ça pourrait pouvoir nous dire à nous au niveau de notre vie. Donc l'intestin grêle, lui, son boulot, on l'a vu tout à l'heure, il est là pour digérer les aliments, il trie, il analyse, il juge les aliments ingérés et après de multiples tours et détours, donc vous avez vu tout ça, finalement il les accepte, il les absorbe ou alors il les rejette. D'accord ? Alors du coup, pathologie intestinale en symbolique, comment assimilons-nous l'expérience qui vient de l'extérieur et se présente à nous? Apprendre à l'identifier, apprendre du recul, choisir et dessiner
par nous-mêmes, sans peur et sans culpabilité, ce qui revient à dire qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas. D'accord ? Alors ça, c'est quelques pistes. Alors attention, ça s'appelle du décodage biologique. Le souci avec le décodage biologique, c'est qu'on a tendance à mettre des étiquettes et ça, c'est dangereux. D'accord ? Donc c'est juste des pistes, éventuellement. Quand on a des petits soucis de diarrhée, par exemple, voilà. Est-ce qu'on est dans une situation particulière de difficulté émotionnelle, relationnelle, qu'on serait amené à juger, à refuser, une difficulté avec les émotions du moment. Est-ce qu'on a une tendance à toujours juger, analyser, critiquer tout ce qui nous arrive, voilà, par exemple. Si je prends mon exemple, moi par exemple, j'ai souffert pas mal d'intolérance au gluten à un moment donné, j'avais beaucoup de diarrhée. Très très clairement, j'avais une vision de la vie qui n'est pas du tout celle que j'ai aujourd'hui, puisque c'est entre autres grâce à cette intolérance et à tous ces problèmes que j'ai changé, vraiment que je fais ce nouveau métier aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'avais quand même une très très grande tendance à systématiquement tout analyser, tout juger, tout contrôler, et voilà. Donc il y avait certainement une part de ça dans mes problèmes. Hein. Refus d'aller de l'avant, une intolérance aussi, hein. Toutes les personnes qui ont des problèmes d'intolérance, regardez dans ma vie de tous les jours quel peut être mon niveau d'intolérance, hein, sur les choses. Au niveau du côlon, les matières non absorbées vont suivre un trajet compliqué. Le travail principal du côlon est de réabsorber l'eau, donc ça on l'a vu tout à l'heure, symbole des émotions et des mémoires. Et vous voyez, j'ai enlevé l'intestin grêle et regardez ce qui reste, et regardez en fait à quoi est-ce qu'éventuellement ça peut vous faire penser. Est-ce que ça pourrait avoir une forme de quelque chose ? Et moi je vais vous dire, ça a une forme de M comme mémoire, d'accord ? Donc s'interroger sur la difficulté à évacuer une expérience douloureuse, se détacher, lâcher prise, tourner la page, aller de l'avant. Et là pareil, quelques pistes éventuellement, je souffre de constipation, qu'est-ce que je retiens par peur de cette grande volonté de contrôler, de retenir, de refus de lâcher, peur de manquer. Inquiétude, anxiété plutôt matérielle, voilà, culpabilité aussi. Hein. Bon, encore une fois, c'est des pistes, hein, c'est juste pour vous aider, vous interroger, est-ce que ça peut aider ou pas, voilà. Par expérience, pour l'utiliser régulièrement, avec les personnes qui viennent me voir, c'est extrêmement utile parce que ça donne un éclairage différent et ça peut vraiment aider à dépasser des choses. Alors, pour nourrir ce corps émotionnel et mental, retrouver l'équilibre intérieur, bon là j'ai mis quelques pistes, après c'est quand même un vrai travail personnel à faire pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à trouver ses besoins, ses envies, qu'est-ce que j'aime pas, enfin il y a vraiment toute une démarche à faire. Bon là je travaille beaucoup avec les personnes là-dessus, alors de manière individuelle ou éventuellement en atelier. Travailler sur les croyances limitantes. Hein. Donc, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont écouté tout à l'heure Nathalie, la personne qui était juste avant moi. Ce système de croyances, il est énorme et c'est tout ce qu'on a récupéré, bien évidemment, de toute l'éducation. Et c'est normal, hein. De toute manière, on a besoin de croyances pour vivre. La seule chose, c'est aller voir celles qui nous embêtent, parce que celles qui vont bien et qui nous boostent et qui nous accompagnent et qui sont bénéfiques, il n'y a aucun problème, on les garde et on les stimule. Mais toutes celles qui sont vraiment limitantes et qui nous bloquent dans notre vie de tous les jours, là c'est important d'aller regarder. Parce que voilà, des fois ça nous freine et puis ça peut vraiment nous faire mal au ventre et nous mettre dans des situations difficiles. Apprendre à poser ses limites, à les respecter, à les faire respecter. Combien je vois de personnes qui sont enfermées dans un système où on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non, on ne sait pas prendre position, on n'ose pas, voilà, hein, c'est vraiment très très courant. Alors,
pour la fin de la conférence, je vais quand même vous parler un tout petit peu plus de cette conscience élargie, parce que là on était dans le physique, l'émotionnel, mental, et moi je tiens beaucoup à cette conscience élargie. Je fais régulièrement de la méditation par exemple, donc c'est vraiment un outil important. Je vous invite vraiment à faire quelque chose pour vous reconnecter au corps, ne serait-ce que de la respiration consciente. Voilà, pour faire une pause, respirer, respiration abdominale, quelle que soit la technique que vous allez utiliser, elle sera très bien. C'est vraiment des temps de pause régulièrement pour vous, pour faire baisser ce stress et vous reconnecter à l'intérieur de vous-même en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Souvent je dis dans mes conférences, il y a 2 choses qui seraient intéressantes que vous mémorisiez à la fin, c'est mâcher et respirer. Déjà avec ça, il y a énormément de choses qui vont beaucoup mieux. Faites ça tous les jours, régulièrement, et vous allez voir, vous allez déjà aller beaucoup mieux. Vous voyez, c'est relativement simple. Et là, vous avez besoin de personne et ça coûte pas cher. Alors, retrouver et nourrir le meilleur de soi. Donc là, j'étais obligée de choisir. Tout ce dont je vais vous parler là, c'est des pratiques que moi j'utilise régulièrement, que j'essaie de transmettre aussi. Ah non, c'est la diapo d'après, excusez-moi. D'abord, il y en a une autre, personnalité ego. Oui, là c'est juste pour vous parler en fait de cette reconnexion au meilleur de soi. Qui serait vraiment intéressant de récupérer, enfin de retrouver, parce que c'est vraiment la réconciliation, le mieux-être et la guérison des maladies, elle va vraiment se passer à ce niveau-là. Vous allez faire quelque chose au niveau de la personnalité, de votre alimentation, de tout, même des médicaments, de tout ce que vous allez pouvoir prendre, faire au niveau des émotions, du corps, mais pour vraiment que ce soit dans la durée, que ce soit une vraie réconciliation avec vous-même, il est totalement indispensable que vous essayiez de recontacter cette partie intacte qui est à l'intérieur de vous et qui est là en permanence mais qu'on n'a vraiment pas l'habitude de contacter. Et ce que j'invite les personnes souvent à faire, c'est à développer cet observateur, notre meilleur ami, qui est un petit peu en retrait, qui prend du recul par rapport à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, et qui du coup va être témoin, qui va pas juger, et qui va nous regarder faire et de temps en temps nous dire oh, tu peux peut-être changer là un peu quelque chose, parce que ça fait 10 fois ou des années que tu es dans ce même processus-là, et ce serait bien d'essayer de te reconnecter à l'essence de toi-même pour pouvoir actionner un petit peu la réconciliation. Mais ça c'est vraiment bon, j'ai voulu mettre une diapo là, mais c'est vraiment tout un processus personnel, un travail à faire. Voilà, c'était cette diapo là dont je voulais vous parler. Je suis fermement aujourd'hui persuadée que nous sommes des êtres créateurs, entièrement responsables de ce qui nous arrive, et quand on a cette casquette là, c'est beaucoup plus facile parce que du coup on peut agir, on n'est plus victime de ce qui nous arrive. Alors il y a des tas de manières de voir ça, de le faire, de le mettre en route. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça en faisait partie. Je vais vous rajouter quelques petites choses. Donc ancrage et respiration, le moment présent, donc ça on en a déjà parlé un petit peu. La marche consciente. Alors je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, je vous ai montré une petite basket verte et je vous ai dit d'aller dehors. Alors d'aller dehors, c'est très très bien, et je vous invite à faire quelque chose de plus, c'est-à-dire d'aller dehors, marcher, mais marcher en conscience. Ce qui est très différent de faire une marche avec des copains, des copines, discuter, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a rien vu d'ailleurs, ça fait sourire certaines personnes, parce que c'est vachement sympa, c'est une soirée, même le dimanche, on est en famille, on va se balader, très bien. Mais ça, c'est d'autres moments où on est plus en connexion avec soi, et où on va vraiment profiter et de nous-mêmes et de la nature environnante. Donc la marche consciente, c'est une vraie pratique en fait. Il y a des gens d'ailleurs qui vous emmènent faire de la marche consciente, y compris dans le désert. Voilà, vous pouvez passer une semaine dans le désert, ça existe, des organismes qui font ça, c'est très intéressant. Alors se connecter, écouter son corps, donc ça voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Apprendre à se faire confiance et développer l'intuition. Dans la diapo d'avant, je vous ai dit se reconnecter à son essence, et c'est de là que viennent les intuitions. Si on a l'habitude de se poser, d'arriver à faire un peu le calme dans sa tête, descendre, respirer, il y a un moment donné où vous allez arriver à faire un peu le vide, à ce qu'il n'y ait plus toutes ces pensées qui tournent en rond, en boucle, en permanence, et vous allez tout doucement laisser la place en fait, tout simplement élargir et laisser la place à des choses qui vont remonter. On ne sait pas d'où ça vient. Bon, moi j'appelle ça la conscience élargie, et il y a vraiment des intuitions qui remontent. Et moi j'y croyais pas du tout au départ, j'étais très cartésienne, pas du tout dans ce type de démarche.
Et j'ai vraiment fait un peu la méthode Co au départ, et puis j'ai fait assez rigoureuse au départ. Et tout doucement, j'ai vu des choses se passer dans ma propre vie, des capacités se développer. J'avais pas de don particulier, mais c'est vraiment des choses qui se travaillent et qui peuvent arriver, et on en est absolument tous capables. Maintenant, j'en suis sûre. Voilà, donc apprendre, mais après il faut apprendre à se faire confiance, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ah oui je sais, je sens, ça vient, des fois j'ai bien des informations etc, mais voilà, je fais pas confiance parce que c'est mon imagination, c'est pas normal, voilà. Vraiment apprendre à se faire confiance. La loi d'attraction et les effets miroirs, alors ça je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, il y en a peut-être qui connaissent, donc ça c'est pareil, bien évidemment je l'apporte dans ma pratique. Et je vais vous en parler après parce que j'en parle pas mal au niveau de quand on fait des ateliers. Les synchronicités aussi, c'est pareil. Ça, les synchronicités, c'est plus les choses dans votre vie qui vont arriver au bon moment, au moment où vous en avez besoin. Vous dites, oh, c'est génial, j'avais besoin d'un truc et pof, c'est là. Moi, avec les livres, par exemple, c'est extraordinaire. Je me mets devant une bibliothèque ou je vais à la FNAC, je me mets devant et je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de tel truc. Voilà, est-ce que je pourrais avoir l'information? Je me mets devant, je laisse ma main, je prends le livre et en général, j'ai l'information. Voilà. Et ça marche très très bien, c'est vraiment une connexion à développer, et il y a des synchronicités en fait qui se font dans notre vie de tous les jours tous, mais souvent on se dit ouais c'est un heureux hasard, mais oui mais c'est très bien, c'est des heureux hasards, et sachez que vous pouvez aussi de plus en plus les reconnaître et les provoquer aussi au fil du temps. Bon alors ça je dirais que c'est des choses de plus en plus compliquées, parce que accueillir et aimer ce qui est dans le moment présent, là c'est pas forcément facile, ça dépend de la vie qu'on a et des choses qui nous arrivent, mais voilà, il y a un moment donné une étape, enfin en tout cas moi j'en suis à ce stade-là aujourd'hui. Bon ça fait 10 ans que j'y suis, je vous le cache pas, où je me suis rendu compte que l'important aujourd'hui c'était vraiment d'accueillir, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de tout diriger, parce que ça marche de certaines fois, c'est parfois utile. Mais dans une grande majorité de cas, en fait, on fait plus du blocage dans notre vie qu'autre chose. Et que c'est beaucoup plus simple quand on accueille et qu'on aime ce qui est. Et la dernière chose, bon, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, méditer jour après jour, où là, il y a vraiment, ben voilà, dans la méditation, on retrouve un petit peu, en fait, tout le reste qui se développe tout doucement et sûrement, et c'est surtout un moment de plaisir, à se retrouver, à vider la tête, à s'élargir, et vraiment une sensation de bien-être qui peut naître. Alors bon, la méditation, il y a des tas de manières de le faire différentes. Aujourd'hui, on a des choses qui s'appellent la méditation de la pleine conscience, par exemple. On commence à en voir de partout, et c'est très bien parce que c'est sorti complètement du contexte religieux. C'est totalement accessible pour tout le monde. Donc ça peut être une belle pratique. Voilà, c'est super, j'ai encore un petit peu de temps. Donc en fait, ah oui c'est vrai, j'ai fait cette petite, voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu la manière dont je vois la vie aujourd'hui, et ce que moi-même j'ai vécu en fait, tout doucement. Comme si cette vie, donc il y avait l'incarnation, le travail sur soi, des prises de conscience, un vrai cheminement avec besoin de persévérance, je ne vous le cache pas, parce qu'il y a des moments c'est quand même difficile, il y a des hauts, des bas, on a vraiment besoin souvent d'être accompagné ou entouré de personnes qui sont un petit peu dans la même démarche que nous, ça peut nous aider beaucoup, du temps, de l'amour, de la confiance, et puis de la transformation progressive vers le meilleur de soi. Ça c'est un peu le global. Toute cette manière de voir les choses, je le fais donc soit en individuel, donc à mon cabinet à Aix-les-Bains, ou à Annecy à la fabrique des embellis, voilà, qui est juste à la sortie de l'autoroute Annecy Sud. Et en parallèle, je fais régulièrement des ateliers découvertes. C'est vraiment des ateliers découvertes pour essayer de vous donner envie d'être autonome, continuer par vous-même et regarder un petit peu la manière dont vous fonctionnez, ce que vous pouvez continuer à développer. Alors, il y a bien sûr le système intestinal qui est complètement affecté par tout ça, mais en fait, bien au-delà, tout le corps au niveau de toutes les pathologies que vous pouvez avoir ou tous les dérèglements qu'il peut y avoir au niveau physiologique, etc.
Alors, pendant les ateliers, on ne regarde pas trop les cas individuels, bien qu'au fil des discussions, il y a quand même des fois des choses qui viennent. Hein. Voilà, je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être si vous avez des questions. Un mot sur l'effet miroir, d'accord. L'effet miroir, c'est vraiment dans le système de loi d'attraction, si vous connaissez comment ça fonctionne. Bon, là, je ne vais pas pouvoir aller trop loin parce qu'il y a une personne derrière, mais c'est vraiment le fait que nous sommes en résonance, en permanence, avec la totalité des personnes qui nous entourent, d'accord. Si on n'est pas en résonance avec ces personnes, on ne les voit pas. Je prends toujours l'exemple de, je me souviens très bien quand j'étais enceinte, d'un seul coup je me suis mise à voir des femmes enceintes partout alors qu'avant j'en voyais pas. Ou alors quand quelqu'un achète une nouvelle voiture, d'un seul coup il va se dire ah tiens ma voiture finalement je la vois partout. Enfin voilà, il y a vraiment, on a un système de sélection nous-mêmes qui est très étonnant, mais parce que on est en fait branché à ce moment-là sur un certain taux vibratoire, hein, pour parler énergie. Qui va nous mettre en résonance avec l'environnement autour. Et du coup, les relations vont être des résonances permanentes, parce que bien évidemment, on ne va pas choisir notre conjoint par hasard, bon, même les parents, les enfants, mais enfin ça c'est encore un autre débat, tous nos amis, etc. Et du coup, l'effet miroir, ça va vraiment être, voilà, je suis rentrée en relation avec cette personne, il y a une résonance, ça se passe bien ou ça se passe mal. Et quel est le message du coup que je reçois de la vie par l'intermédiaire de cette personne-là? Miroir de moi-même. D'accord, c'est ça l'effet miroir. Okay. Alors ça peut paraître très surprenant, mais alors bien évidemment on a plutôt tendance à travailler sur ce qui est désagréable que sur ce qui est agréable, mais moi je vous invite à travailler aussi sur ce qui est agréable, parce que quand vous trouvez quelqu'un est vachement bien, vous aimeriez bien être comme ça aussi et faire les mêmes trucs, etc., c'est que vous avez parfaitement la capacité de le faire. Hein. La personne est en train de vous montrer le miroir que effectivement tu as tout en toi, donc tu pourrais faire ça. Juste peut-être à travailler certaines choses pour pouvoir y arriver, mais voilà. Donc, et à l'inverse, les effets miroirs, là quand ça va pas très très bien, quel est le message que je pourrais recevoir de ça et qu'est-ce que je pourrais en faire? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vais laisser la place. Oui? Le jeûne, oui. Alors là j'en parle pas, mais c'est vrai qu'au cabinet j'en parle. Alors moi je ne fais pas de jeûne particulièrement, donc, mais par contre je peux en parler. Par contre moi je préconise régulièrement des monodiètes. Ça très clairement, l'organisme il s'en porte très très bien et ça fait beaucoup de bien, surtout au foie, parce que le foie du coup il a qu'un truc à gérer dans la journée, donc c'est parfait. Donc des monodiètes régulièrement, ça vous pouvez le faire toute seule. Et puis le jeûne, alors à mon avis c'est très très bien, mais de manière encadrée. Moi ça serait ma préconisation. Après si vous le sentez, voilà, hein, j'en connais aussi qui font ça et qui attendent l'été, pendant une semaine de leurs vacances, la première chose qu'ils font c'est un jeûne et puis voilà, ils recommencent l'année suivante comme ça. Maintenant il y a plein de choses qui se font au niveau jeûne, où il y a tout un accompagnement, où il y a des balades en même temps, il y a, voilà. Ça, ce serait pas mal à faire. Si vous vous sentez, même en cas de grosse pathologie, ça peut être effectivement très très intéressant. Bon, on en parle de plus en plus, hein, voilà, c'est de plus en plus reconnu. Il faut juste se sentir de le faire. Essayez déjà de faire des monodiètes d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, parce qu'après, au-delà de 3 jours, ça devient des jeûnes. Et voyez déjà comment vous le supportez, si ça vous va bien ou pas. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de manger, c'est compliqué. Hein. Parce que vous allez tout de suite avoir, vous avez vu, il y a tout de suite une connexion sur le mental et l'émotionnel. Hein. Donc c'est ce qui se passe avec le jeûne. Hein. C'est sûr que vous faites le ménage dans le corps, on est d'accord. Mais là, vous avez le système nerveux qui va réagir. Vous avez tout le système de croyances dont on parle là, hein, qui va réagir aussi. Hein. Parce que voir de famine, toutes les croyances qu'on se trimballe, les mémoires hein, d'avant, de famine, de jeûne, etc. Bon, faut être prêt. Hein. Je pense que psychologiquement, faut être prêt quand même. Quoi. Voilà. Mais ça peut être très très bien, absolument. De toute manière, moi j'ai une manière d'aborder les choses où globalement je ne rejette rien.
Hein, c'est vraiment à chacun de trouver. Moi, j'accompagne. Il y a des fois des choses que je connais pas. Quand je connais pas, j'envoie vers d'autres personnes parce que maintenant j'ai quand même un réseau, donc voilà, ça fonctionne bien. Mais ce qui est bien pour l'un va pas forcément être bien pour l'autre. On est chacun unique avec notre propre histoire. Donc certainement pas de restrictions et d'interdits, parce que là on rentre dans des croyances limitantes, hein, vraiment. Donc c'est pas du tout mon approche. Alors voilà, je vais laisser au suivant. Donc je suis au stand numéro 4. Il y a les flyers éventuellement pour les ateliers. Il y a peu de place, donc effectivement il faut vous inscrire à l'avance. Hein. Je vous remercie. Merci. Merci.